Il y a eu 64 nouveautés ces 2 dernières semaines, j'en ai retenu 3 qui me semblent importantes pour les builders, pour les développeurs, les développeuses que vous êtes. Dans cet épisode, je parlerai d'une nouvelle façon vraiment cool d'accéder à Amazon Bedrock, de nouveaux types d'instances C2 Flex, d'un changement super important de la facturation d'Amazon S3 et puis d'un article de blog au sujet de l'envoi d'emails en masse avec le service SES. C'est le podcast AWS en français, votre rendez-vous du vendredi. C'est parti, c'est maintenant. Et je l'ai dit dans l'intro, c'est tous les vendredis matin dans vos applications de podcast, sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, d'autres applications de podcast également, sur YouTube, sur Amazon Music, et puis sur le web également. Vous êtes nombreux à nous écouter sur le web. Merci de nous être fidèles. Parlez du podcast autour de vous. Dites-le à vos collègues que vous écoutez le podcast. C'est souvent par le bouche à oreille que ça se propage le mieux. Mais sinon, je prends aussi les petits pouces vers le haut, les étoiles et tous les trucs que vous pouvez laisser dans vos applications. Je vous l'ai dit, 64 nouveautés, c'est à peu près la moyenne en 2 semaines. Bon, attention, hein, quand on dit nouveautés, il y a beaucoup de déploiements régionaux, donc telle fonction, tel service a été déployé dans une région complémentaire. Ça compte pour une nouveauté, donc il faut relativiser ces chiffres que je vous annonce toutes les 2 semaines. Ceci dit, ma liste ne sera pas très longue aujourd'hui, après l'épisode d'il y a 2 semaines où on avait plein de nouveautés autour d'Amazon Q Developer et Amazon Bedrock. Aujourd'hui, j'en ai gardé que 4, dont une super importante qui concerne le pricing d'S3, et je la garde pour la fin, pour vous demander d'écouter les 10 minutes de cet épisode. Je commence par un article de blog que j'ai lu cette semaine du service SES. SES, c'est Simple Email Service, vous savez, c'est ce service qui vous permet d'envoyer des mails en masse, soit du transactionnel, par exemple pour du one-time password ou des choses comme ça, soit pour de la pub ou des newsletters et des choses comme ça, pour que les emails que vous envoyez à travers SES ne tombent pas dans les catégories junk, spam de vos récipients, de vos destinataires. Il est important que vous gardiez une bonne réputation en tant qu'envoyeur d'emails et que le service lui-même maintienne une bonne réputation. Et donc j'ai appris qu'on avait une personne en charge du anti-abuse, en charge de la délivrabilité, je suis pas certain que ça soit français, des messages envoyés par SES, et ce monsieur qui s'appelle Dustin Taylor a écrit et publié le 15 mai un blog post qui explique c'est quoi la réputation d'un domaine, d'une adresse IP, comment les Outlook.com ou les Gmail de ce monde filtrent les emails. Il n'y a pas que de l'IA aussi, il y a des aspects techniques comme les signatures électroniques dans les enregistrements DNS, les SPF, les DKIM, les démarques, il y a la quantité d'emails qu'il reçoit, l'historique des emails qui ont été envoyés à partir d'un domaine ou d'une adresse IP. Et il explique également 4 piliers pour garder une bonne réputation. C'est la prévention, c'est le monitoring, c'est l'analyse et les réponses à donner en cas de problème. Si vous envoyez des emails de masse ou simplement si vous êtes curieux, parce que j'ai appris plein de choses au sujet de la livraison de mails en masse en lisant ce blog post, allez jeter un coup d'œil. Je vous mets évidemment le lien vers ce blog post dans les notes du podcast. Il y a une nouveauté assez cool avec Amazon Bedrock qui est en preview, qui a été lancé le 7 mai. Ça s'appelle Amazon Bedrock Studio. Donc Bedrock, vous savez, c'est ce service entièrement managé qui donne accès via une API à des large language models, soit pour utiliser des modèles de fondation, de l'étagère. Il y a une large collection, Meta, Mistral, Claude, Anthropic et d'autres. Et puis il y a aussi la possibilité très facilement, en quelques clics de souris, de configurer du Retrieval Augmented Generation, du RAG, ou de faire du fine-tuning de ces modèles, ou de mettre des sécurités sur des filtres en sortie en quelque sorte, on appelle ça guardrails. Maintenant vous pouvez aussi importer vos modèles, comparer des modèles, etc. Mais ça s'utilise depuis l'API essentiellement, mais il y a une partie toujours configuration ou apprentissage qu'on fait dans la console, et jusqu'à présent il fallait avoir un compte AWS, accéder à toute la console pour pouvoir accéder à cette partie de Bedrock. Eh bien nous avons lancé Amazon Bedrock Studio. Amazon Bedrock Studio, c'est une web app qui nécessite simplement un single sign-on avec votre fournisseur d'identité habituel, un Active Directory, Okta, etc. Et ça permet de donner à tous les gens qui ont accès à Bedrock depuis une interface web sans avoir accès à toute la console
AWS. Donc vous pouvez configurer vos applications, vous pouvez les tester directement là et vous pouvez même les déployer à partir de Studio. Donc ça permet d'embarquer des gens qui n'ont pas nécessairement accès à la console AWS dans votre organisation. Je pense à des data scientists ou des business owners, des chefs de département par exemple, qui peuvent eux aussi commencer à créer en low code. Il n'y a pas de code à écrire pour écrire des apps. C'est essentiellement de la configuration sur Bedrock. Donc allez jeter un coup d'œil à Bedrock Studio. C'est en preview pour le moment, donc n'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks et nous faire part de vos axes d'amélioration possibles. Nouveau type d'instance EC2, j'en parle rarement dans le podcast parce qu'on en rajoute à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais celle-ci m'a intrigué parce qu'elle porte un nom bizarre, ça s'appelle C7i Flex, et j'avais jamais entendu parler de Flex. C'est une erreur de ma part parce que la première famille Flex est sortie au mois d'août l'année passée. J'étais en vacances probablement à ce moment-là, j'ai pas vu la news. Ce sont les M7i. Alors les C7, donc c'est des instances puissantes en calcul, vous le savez, elles sont basées sur une nouvelle génération de processeurs Intel. Je cherche le nom exactement du processeur Intel qui est dedans. Je le trouve plus. Enfin, c'est dans l'article de blog que vous trouverez dans les notes du podcast. Et elles vont d'une taille relativement petite, ce qu'on appelle large quand même, jusqu'à du 8 fois extra large, donc depuis 2 vCPU à 32 vCPU, depuis 4 Go de mémoire à 64 Go de mémoire. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est le flex. Je me suis demandé c'était quoi flex, et au fait on part du constat qu'il y a beaucoup d'applications qui n'utilisent pas 100% du CPU la plupart du temps. La plupart du temps, vous avez des pics d'utilisation, etc. Pensez à une application web ou une API, par exemple. Et le reste du temps, votre instance est utilisée à 40, 50, 60% de CPU. Donc, plutôt que payer le prix complet pour une instance qui a droit à 100% du CPU, les instances Flex, elles vous garantissent une baseline de 40% de la capacité totale de la machine et elles vous permettent d'avoir des pics d'utilisation qui sont quand même assez conséquents. On parle de 85% de la puissance CPU sur une fenêtre flottante de 24 heures. Donc, c'est à 5% près, c'est la totalité de la machine, mais ces 5% vous les payez pas, c'est-à-dire vous avez un discount de prix par rapport au C7i normal qui est pas flex. Le prix de la flex est 5% moins cher. Donc si vous avez un workload qui est variable en utilisation CPU, eh bien vous payez moins cher et donc votre ratio coût-performance est meilleur. Donc on a 2 familles d'instances qui supportent ce système flex, la M, les General Purpose, donc avec un ratio CPU mémoire relativement équilibré, et puis les C maintenant qu'on vient d'introduire, qui sont les instances plus puissantes au niveau CPU. C'est mon collègue Mathéus Guimaraes qui a écrit ce blog post, et j'en profite pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe d'AWS News blog, auteur de Jeff Barr et de tous les autres auteurs. Mathéus fait partie de mon équipe, il est brésilien d'origine et est basé à Londres. C7i Flex, c'est disponible depuis le 14 mai. Puis dernière nouveauté qui a retenu mon attention cette semaine, c'est ce changement de pricing sur S3. En fait, depuis le début, c'est-à-dire depuis 18 ans maintenant que Amazon S3 existe, si vous faisiez des appels à l'API d'S3 sur des buckets qui n'existent pas, ou sur des buckets qui existent mais pour lesquels vous n'avez pas les permissions d'accéder, vous recevez un Access Denied Error. Il se trouve que ces Access Denied Error sont facturés, puisque vous savez, tous les accès à S3, toutes les opérations get, put, post sont facturées. Alors c'est rien, c'est quelques centimes par million d'opérations, mais à très large échelle, ça peut faire des notes qui sont conséquentes. Et il est arrivé une histoire un peu malheureuse à un développeur. Il a créé un bucket S3 pour lui, qui à un caractère près était le même nom qu'un bucket utilisé par une application de backup extrêmement populaire. Et il se trouve qu'il y a plein de gens qui font des fautes de frappe en tapant le nom du bucket dans la configuration de leur application de backup extrêmement populaire. Et donc ces requêtes arrivaient chez lui. Et donc il recevait des centaines de milliers de requêtes get ou put ou post sur son bucket à lui, qui était access denied, mais qui était facturé. Et donc ça lui a fait une grosse facture S3 qui n'a pas compris
compris. Alors évidemment, le support lui a remboursé la facture, mais il a quand même écrit un blog post pour expliquer sa mésaventure et disait faites attention dans les noms de vos buckets S3, parce que si vous avez un concurrent ou quelqu'un de mal intentionné qui connaît votre nom de bucket S3, il peut générer de la charge pour vous générer un DOF attack, un denial of funding attack. Cet article de blog a attiré notre attention, on l'a remonté, je dis on, c'est l'équipe de Developer Advocate, on l'a remonté avec Jeff Barr auprès des équipes d'Amazon S3 qui nous ont dit ouais, effectivement c'est comme ça depuis 20 ans, ça n'a jamais posé de problème, les quelques rares fois où ça a posé problème, le support a remboursé et puis voilà, et on s'est dit c'est quand même pas une bonne expérience développeur. Il y a de plus en plus de monde qui utilise S3, il y a beaucoup de développeurs indépendants ou des étudiants qui utilisent S3 avec leur carte de crédit à eux, et c'est jamais une bonne surprise, même si AWS rembourse après, de se réveiller un matin avec une facture de 5 000, 10 000, 15 000 ou plus pour des choses qu'on n'a pas faites. Eh bien voilà, l'équipe S3 nous a écoutés, et moins de 2 semaines après qu'on ait remonté ce problème-là, l'équipe S3 a annoncé qu'il n'en est plus facturé pour certains types d'erreurs, notamment les HTTP 403, donc les Access Denied Error, quand elles sont initiées en dehors d'un compte AWS ou d'une organisation. Donc si c'est pas vous qui faites l'appel, eh bien ces accès ne seront plus facturés, et c'est la bonne chose. Je sais pas pourquoi c'était pas comme ça d'ailleurs depuis 20 ans. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont eu ce type de problème et qui ont simplement absorbé la facture sans nous le dire. Mais voilà, c'était un bon exemple de customer obsession. Les mauvaises langues disent ouais, mais c'est parce qu'il y a eu le blog post, etc. Non, c'est pas vrai. J'étais dans les réunions de décision, j'ai vu les docs de décision. C'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte que voilà, c'est pas une bonne expérience en matière d'utilisateurs ou de développeurs. Donc Amazon S3 ne facture plus les erreurs HTTP. Voilà, c'est la fin de cet épisode de cette semaine qui était assez court, seulement 4 nouveautés. La semaine prochaine est chargée en matière de podcast AWS en français, puisque mercredi dans la série Women in Tech, nous accueillerons Fatia Bouabache, qui était la toute première solution architecte AWS chez AWS France, la première femme solution architecte. On parlera de sa carrière et de sa place en tant que femme dans la tech, un témoignage super inspirant. Vous verrez ça mercredi, vous écouterez ça mercredi. Vendredi, j'attends encore le go du client, mais il est déjà enregistré, donc je ne vais pas vous dire le nom du client, mais si tout va bien, vendredi prochain, on parlera justement d'une erreur de configuration qui a causé une surfacturation avec beaucoup de zéros, donc ce qui a causé beaucoup de stress chez un client, et on va voir comment c'est arrivé, c'était quoi l'erreur, mais c'est pas tellement ça qui est important, c'est surtout ce qu'ils ont fait après. Quelles sont les règles de FinOps, de best practice, de monitoring des coûts qu'ils ont mis en place à tous les échelles de l'organisation, pas uniquement le Cloud Center of Excellence, mais aussi les différentes équipes métiers pour mieux contrôler les coûts. Ça sera dans le podcast AWS en français vendredi prochain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour ce prochain épisode et mercredi pour Women in Tech, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.